Eh bien, je vous propose de réfléchir collectivement à la question de la pédagogie de l'alternance dans le cadre du BTS Gestion de la PME. Et je vous propose plus particulièrement de nous poser la question suivante: comment mettre en œuvre une pédagogie de l'alternance au service de l'acquisition de la professionnalité? On a bien vu, effectivement, que nos étudiants devaient acquérir des compétences mentionnées donc dans le référentiel au travers des différents domaines d'activité, qu'il y avait par ailleurs un certain nombre de compétences transversales, au-delà donc de celles qui sont spécifiques donc à tel ou tel domaine d'activité. Et on a vu également que l'objectif était bien de former les apprenants au sens large à exercer un métier. Voilà. D'où la question de la professionnalité. Alors, c'est vrai que la question de la professionnalité, enfin ce terme de professionnalité est relativement récent. Bon, il a la même racine, comme vous le savez, que le terme profession, professionnel, parcours de professionnalisation, etc., etc. Mais le plus, si vous voulez, de ce terme-là, et c'est la raison pour laquelle on l'a injecté ici dans notre propos, c'est qu'il permet de nous renvoyer à une réflexion autour d'un triptyque qui serait celui-ci: compétences, comment dirais-je, métier et polyvalence. Voilà. Donc effectivement, on voit qu'il y a un enjeu absolument majeur. Il y a aussi un deuxième enjeu majeur, c'est que vous voyez n'est-ce pas, le diaporama, ça ne saurait tarder, voilà, sur cette question de l'alternance pédagogique. Adaptation aux aléas, absolument. Alors, en quoi consiste l'alternance dans le cadre de ce BTS Gestion de la PME? Eh bien, comme vous le savez, les apprenants sont partiellement en centre de formation, en établissement scolaire, en CFA, etc., et partiellement en entreprise, en PME. C'est la raison pour laquelle on va parler d'alternance pédagogique. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a deux temps et, j'allais dire, deux espaces-temps. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'unité de lieu, il y a deux lieux différents, et il n'y a pas d'unité de temps non plus, puisque ça se passe évidemment à des moments différents, en établissement, en centre de formation ou en stage en entreprise. Donc, nous savons qu'il y a en effet deux espaces-temps différents, qu'il va s'agir de concilier, de mettre en résonance, afin de faciliter l'acquisition, n'est-ce pas, de la professionnalité eh bien de nos apprenants. Donc, voilà l'enjeu, effectivement, qui est formulé ici, pardon. Donc, c'est la conciliation de ces deux espaces-temps. Alors, voilà. Et j'ai le plaisir de co-animer cette séquence avec Xavier Collomb-Mbier, n'est-ce pas, qui est professeur dans l'Académie de Créteil, professeur d'économie-gestion. Alors, effectivement, il y a des enjeux à la professionnalité. C'est donc de faire en sorte que les apprenants accèdent à l'employabilité, développent leur employabilité, n'est-ce pas, et également développent leur identité professionnelle. Parce que exercer un métier, c'est aussi en parallèle développer une identité professionnelle, n'est-ce pas? Et c'est ça, bien évidemment, qu'il va s'agir également de chercher à développer chez nos apprenants. Et puis en termes d'enjeux de professionnalité, évidemment, il y a la question de la pérennisation, parce que c'est pas le tout de, si j'ose dire, rentrer sur le marché du travail. Encore faut-il ensuite pérenniser sa situation, même si on sait aujourd'hui que tout au long de la vie, on sera amené vraisemblablement à occuper des postes différents, etc., à travailler dans différentes organisations, PME ou autres, et donc évoluer sur ce marché du travail. Alors, construire la professionnalité. Eh bien, pour les équipes pédagogiques, cela va signifier d'être en mesure d'accompagner des professionnels en devenir. Alors, les professionnels en devenir, en l'occurrence, ce sont donc les jeunes, évidemment, les apprenants, les jeunes, moins jeunes, bon, qui vont devenir de plus en plus professionnels, mais n'est-ce pas, dans le cadre de leur parcours de professionnalisation. Et également, les aider à se forger cette identité professionnelle garante, n'est-ce pas, de l'exercice efficace du métier.
Donc, en tant que membre d'une équipe pédagogique, il va s'agir évidemment d'organiser, prévoir, coordonner, accompagner, suivre, évaluer, que sais-je, hein, la construction de cette professionnalité. Donc on a vu tout à l'heure, effectivement, 2 espaces-temps différents, avec un enjeu de conciliation de ces 2 temps de formation et de la mise en résonance de ces deux espaces-temps. Hein, donc ça, effectivement. Alors, quels sont les risques encourus par eh bien, le fait qu'il existe 2 espaces-temps différents? On a vu un en centre de formation au sens global et un autre en entreprise, en PME en particulier. Eh bien, le risque pour l'apprenant, c'est la perte de repères. Déjà, se dire, mais oui, mais alors finalement, est-ce qu'on apprend les mêmes choses ou est-ce qu'on construit les mêmes compétences en centre de formation et en entreprise? Et parfois, effectivement, il peut y avoir un certain écart qui peut eh bien, être préjudiciable à l'acquisition des compétences. D'accord? Donc, une perte de sens de la part eh bien, de l'apprenant, pour l'apprenant. Hein. Et évidemment, quand on perd le sens des choses, vous le savez que, bien évidemment, en matière d'acquisition des compétences, le résultat eh bien, va être le fait que, malheureusement, les compétences ne seront pas acquises comme on le souhaiterait. Et puis, autre écueil éventuel, c'est la décrédibilisation éventuelle des enseignements en centre de formation, puisque c'est vrai que souvent, on constate que les apprenants eh bien, ont tendance à considérer que, oui, la vraie vie professionnelle, et ils n'ont pas tout à fait tort, bien entendu, se déroule en entreprise, en PME, etc. Vous voyez, et donc, il y a ce risque-là, effectivement, si on ne donc considère pas que l'alternance pédagogique doit être évidemment organisée par l'équipe enseignante. Et donc finalement ça peut générer une sorte d'identité morcelée. Hein, on a d'un côté l'étudiant de lycée ou de CFA, etc. Et puis de l'autre le professionnel en entreprise, en stage. Et parfois d'ailleurs, hein, on le sait très bien, il peut y avoir des surprises. Hein, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, de sortes de révélations parfois d'étudiants qu'on trouvait un peu éteints, médiocres, ou, etc., en centre de formation, puis qui se révèlent en entreprise, ou inversement, etc. Enfin, bon, voilà. Donc on voit qu'il y a un enjeu absolument majeur, hein, si on veut éviter le cloisonnement, l'étanchéité, l'hermétisme entre ces 2 espaces-temps. Alors, l'alternance pédagogique donc, va consister à faire en sorte qu'il y ait donc une résonance et donc une conjugaison hein, entre la formation en centre de formation au sens large et en milieu professionnel. D'accord? Donc, effectivement, l'idée sera d'avoir une approche globale de l'apprenant, d'accord, pour en effet éviter donc les écueils et travailler au contraire sur la complémentarité hein, en vue eh bien, de la construction de la professionnalité. Donc on va aller hein, vers la cohérence, la congruence entre ces 2 espaces pour faire en sorte que la professionnalité se construise de façon effective. Voilà. Alors on le sait, il y a une forte valeur ajoutée, n'est-ce pas, à la formation en milieu professionnel. On peut parler déjà de valeur symbolique. On disait tout à l'heure qu'effectivement, les apprenants eh bien, sont véritablement soumis au réel du métier lorsqu'ils vont en stage, lorsqu'ils, en effet, entrent dans la PME, hein, à l'occasion des différentes périodes de stage. Forte valeur symbolique. On a vu que le stage permettait de donner, voire redonner du sens aux apprentissages, notamment réalisés en classe. Parce qu'on se dit, ah bah oui, effectivement, ce qu'on a appris, par exemple, dans le cadre de la situation professionnelle du scénario pédagogique, mais finalement, c'est très très proche de la réalité. Et c'est le but, évidemment. Hein. C'est de se rapprocher au maximum, hein, d'où la richesse du scénario, du contexte, etc., dont il faut s'imprégner absolument pour mettre en œuvre, en effet, le scénario pédagogique. Hein. D'accord ? Donc, ce qu'on cherche, évidemment, via les périodes de stage, c'est... Et on le constate auprès des étudiants et étudiantes, hein, c'est de les motiver, les mobiliser, etc., leur faciliter la projection sur l'exercice d'un métier. Alors, si on revient sur eh bien, l'immersion totale en entreprise prévue dans le référentiel du BTS Gestion de la PME, eh bien,
Nous avons une durée totale de stage, donc en entreprise, de 12 semaines. Alors évidemment, le stagiaire est présent en continu dans la PME, hein. Organisé en 2 périodes. Donc nous avons une première période de 6 semaines consécutives, vous l'avez vu, hein, dans le référentiel, qui se déroule obligatoirement au cours des dernières semaines de la première année. Donc fin de première année, 6 semaines consécutives. D'accord ? Et on va voir dans un instant que pour des raisons de certification, d'organisation de la certification, eh bien, ce stage, évidemment, certification liée elle-même à l'acquisition de la professionnalité, bien entendu, on va consacrer cette première période de stage davantage au domaine d'activité 1, c'est-à-dire gérer la relation avec les clients et les fournisseurs. C'est-à-dire qu'au moment où on va négocier le stage, les contenus de stage, etc., avec les PME, il faudra être en mesure de mettre en évidence qu'il est nécessaire que le stagiaire ou la stagiaire soit en situation d'acquérir des compétences relevant du domaine d'activité 1 du référentiel de compétences. Et puis, nous avons une deuxième période de stage, de 6 semaines également, puisqu'on a 12 semaines au total, en deuxième année, cette fois, en deuxième année, dont au moins 4 semaines consécutives au second semestre. D'accord ? Et les 2 autres, bon, à voir, effectivement, à placer en fonction eh bien, du contexte, du projet de l'équipe, de l'environnement économique, du tissu économique, etc., local, auquel voilà, vous pouvez être confronté. La deuxième période de stage permettra plus spécifiquement aux stagiaires eh bien, d'acquérir des compétences professionnelles relevant du domaine d'activité 2. Et là aussi, en rapport avec la certification, dont on dira un mot tout à l'heure, participer à la gestion du risque de la PME. Au-delà des 12 semaines de stage dont on vient de parler, les étudiants et étudiantes ou apprentis, etc., ont la possibilité de préparer ces périodes d'immersion totale en PME via des demi-journées, donc de préparation de stage. Alors au total, nous avons prévu 10 demi-journées au maximum par année scolaire. 10 demi-journées au maximum par année scolaire qui vont être mobilisées dans le cadre eh bien, de l'horaire des ateliers de professionnalisation. D'accord ? Alors, ces demi-journées, comme leur nom l'indique, n'est-ce pas, de préparation de stage, vont permettre, bien évidemment, par exemple, de rechercher la PME d'accueil, hein, sachant qu'en amont, nous aurons, dans le cadre des ateliers de professionnalisation, installé les techniques de recherche d'emploi, les TRE, hein, par exemple, hein, en début de première année. Donc, les 10 demi-journées, rechercher donc, la PME d'accueil, fixer les objectifs et définir les modalités de stage, on en parlait tout à l'heure, en relation avec les tuteurs ou tutrices potentielles hein, au sein des PME. Préparer de façon générale donc, l'immersion dans l'entreprise. Déterminer les activités à réaliser en stage, puisqu'on a vu qu'en première année, il fallait que ces activités relèvent du domaine d'activité 1 et en deuxième année, donc du domaine d'activité 2. D'accord ? Au-delà, bien entendu, ces demi-journées permettront à l'apprenant de découvrir l'environnement professionnel et technologique de la PME. Pour certains d'entre eux, il s'agira d'une première expérience en entreprise, hein, notamment, je pense aux étudiants et étudiantes titulaires d'un baccalauréat technologique tertiaire, en l'occurrence, par exemple un baccalauréat STMG, alors que pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel, par exemple, effectivement, donc là, il y aura une adaptation à leur expérience professionnelle précédente, au stage éventuellement qu'ils auront réalisé dans le cadre de leur baccalauréat professionnel, par exemple, et ils auront l'opportunité, on en reparlera tout à l'heure à l'occasion du passeport professionnel, de réfléchir eh bien, aux compétences professionnelles qu'ils détiennent déjà en amont. Hein, et continuer à les construire, évidemment, à un niveau 3 de formation, qui est celui du BTS, en l'occurrence, gestion de la PME.
Ces demi-journées de formation donc, permettront, enfin de préparation de stage, hein, permettront également de suivre et d'analyser les effets des actions conduites pendant les périodes de stage. C'est-à-dire que, bon, on peut imaginer que les étudiants et étudiantes retournent après les périodes de stage sur le lieu, effectivement, enfin, dans la PME, pour échanger à nouveau avec certains acteurs, dirigeants ou dirigeantes, par exemple, pour récupérer éventuellement des supports, etc. etc. Voilà. Donc, voilà pour les missions professionnelles de préparation de stage. Alors, si l'on revient aux objectifs de la formation en milieu professionnel, bien évidemment, le but est d'améliorer la connaissance du milieu professionnel, en l'occurrence, en lien avec le référentiel de gestion de la PME et de l'emploi de façon générale. On a insisté tout à l'heure sur des enjeux en termes d'employabilité, professionnalité, etc. On sait également que les périodes de stage sont des périodes privilégiées pour acquérir les compétences professionnelles, n'est-ce pas? Acquérir et ou approfondir. On a vu par exemple dans le cas générique que nous a présenté Amaya Géronimi, n'est-ce pas, qui a été travaillé en collaboration avec Sophie Catino, et le gros travail d'ailleurs que je salue au passage, hein, et merci encore à vous deux. On l'a vu qu'en effet, l'équipe pédagogique pouvait choisir, dans le cadre d'un travail sur les situations professionnelles et sur des scénarios pédagogiques, hein, eh bien, soit de réactiver des compétences qui ont été vues précédemment, etc., bon, y compris, pourquoi pas, dans le parcours scolaire précédent donc de certains étudiants et étudiantes, hein, soit d'installer, en effet, un certain nombre de nouvelles compétences. Et là, d'une certaine manière, en période de stage, sur le terrain même de la PME, eh bien, il va s'agir quelque part de valider, hein, aussi, donc de mettre à l'épreuve du réel toutes les compétences qu'on a pu construire, eh bien, en centre de formation avec les équipes pédagogiques. Voilà. Donc l'idée, évidemment, ce sera aussi, puisqu'on a vu que c'était au cœur du métier, développer la polyvalence en situation réelle. Hein, on a insisté tout à l'heure dans le cas générique sur la nécessité de travailler sur des scénarios pédagogiques dont le contexte était riche. Il ne s'agit pas de donner 3 lignes de contexte. Vous travaillez dans l'entreprise Intel, etc., qui commercialise donc des maillots de corps, et voilà, vous voyez, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il faut absolument que le contexte soit riche. Pourquoi ? Parce que la réalité d'une PME est riche par définition, et l'idée est de se rapprocher au plus près de, effectivement, cette complexité, puisque un des enjeux majeurs, n'est-ce pas, de ce diplôme, c'est de capter, de comprendre, d'intégrer la complexité et toute la richesse d'une PME, des problématiques de gestion qu'on pourra y trouver. Évidemment, autre objectif, de sensibiliser aux conditions de la coopération avec la direction. C'est important aussi dans la mesure où, évidemment, nos étudiants et étudiantes prennent l'habitude, au fil de l'eau, de travailler en partenariat, puisque finalement nous sommes partenaires de nos propres élèves, hein, puisque bon, voilà, on travaille pour leur faire acquérir une professionnalité. Donc ils ont l'habitude de travailler avec les enseignants, les équipes pédagogiques, etc. Mais moins avec des professionnels, notamment des dirigeants de PME ou des salariés de PME. Hein. Voilà. Donc ils travaillent, je précise, ils ont l'habitude de travailler avec des professionnels de la formation, hein, les équipes pédagogiques, et il y a d'autres types de professionnels, donc notamment voilà, au sein de PME, salariés ou membres de la direction des PME. Donc là, il y a un enjeu aussi de se confronter aux réalités, et puis également donc voilà, d'acquérir des compétences supplémentaires. Autre objectif de la formation professionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, de la formation en milieu professionnel, pardon, c'est de contribuer à l'élaboration des supports et dossiers nécessaires au passage de certaines épreuves. Vous avez regardé dans le référentiel de certification, il y a un certain nombre d'épreuves, dont 2, qui sont évidemment gérer les relations avec les clients et les fournisseurs de la PME, hein, qui relèvent du domaine d'activité 1 dont je parlais tout à l'heure au sujet des premières 6 semaines de stage. Et donc l'épreuve E51, donc participer à la gestion des risques de la PME, en écho, eh bien, au domaine d'activité 2, hein, sur la gestion des risques. Alors, très rapidement, parce que là vous allez retrouver les éléments donc, dans le référentiel, bien entendu, de façon assez synthétique.
En ce qui concerne l'épreuve 4, donc gérer la relation avec les clients et les fournisseurs, vous avez vu que cette épreuve prenait appui sur un dossier et un entretien, oui. Donc, effectivement, on en reparlera tout à l'heure, donc je fais vite. Hein. Jean-Michel Paguet nous présentera un aperçu, n'est-ce pas, de la certification, en référence aux situations professionnelles vécues ou observées au cours de la formation, c'est-à-dire en stage, mais aussi dans le cadre, notamment, eh bien, du centre de formation. Là, vous avez le détail eh bien, du contenu du dossier. Donc là, je vous renvoie aussi au référentiel. Donc, vous avez un document synoptique et puis des fiches de communication, de GRCF, etc. Donc ça, voilà, vous repérerez tout ça. Voilà, vous aurez le diaporama, hein, rassurez-vous. Pour mémoire également, donc cette épreuve fait l'objet de 2 situations d'évaluation en 2e année dans le cadre du CCF. Donc une situation A et une situation B, dont vous avez le détail ici. Donc, notamment en ce qui concerne la situation A, nous insistons sur le fait qu'il va s'agir également, dans le cadre de l'alternance pédagogique, donc de faciliter le repérage, l'analyse et l'explicitation des situations professionnelles vécues par les apprenants, d'accord ? Et donc dans le cadre de cette situation-là, les équipes pédagogiques, ainsi que les tuteurs ou tutrices, seront amenés, en effet, à valider l'acquisition de ces compétences, notamment en classe, par l'observation eh bien, de l'activité des étudiants et étudiantes. Bon, on passe. Merci. En ce qui concerne l'épreuve E51, participer à la gestion des risques de la PME, là aussi un dossier, un entretien. Donc là, on y reviendra également tout à l'heure. 2 membres de la commission, etc. Et donc un déroulé en 30 minutes avec 2 phases. Donc une phase de présentation, d'analyse des risques ou de la démarche qualité et un entretien où là on voit effectivement que la notion d'explicitation est également largement mise en exergue puisque on va demander en fait aux candidats, pour le coup, parce que là on est dans le cadre de la certification, d'être en mesure d'expliciter en effet ce qui a été réalisé, notamment dans le cadre du stage de 2e année. Voilà, donc un petit récapitulatif des enjeux du stage du milieu professionnel. Merci. Voilà. Alors, quelles sont les conditions de réussite ? On revient à notre question première, à savoir comment mettre en écho ces 2 espaces-temps, centre de formation et stage. Donc, les conditions de réussite, donc, on l'a compris, c'est premièrement d'articuler les compétences développées, d'accord, donc en lien avec ces 2 espaces-temps. Cela va nécessiter, bien sûr, le dialogue, la communication avec les tuteurs et les tutrices, de façon encore plus poussée que ce qui se faisait jusqu'à aujourd'hui. Nécessiter également de construire une progression élaborée en approche interdisciplinaire, puisque pour coordonner l'acquisition de cette professionnalité dans ces 2 espaces-temps, il est bien évident que l'ensemble de l'équipe pédagogique va être mobilisé, non seulement les enseignants des domaines d'activité, mais aussi donc, des compétences transversales, communication, etc. Et donc culture économique, juridique et managériale. D'accord ? Donc ça va nécessiter bien sûr d'élaborer un protocole de gestion et de suivi des stages pour être au plus près du terrain, au plus près de l'observation des compétences qui sont acquises au sein des PME pendant les périodes de stage pour pouvoir, bien sûr, réexploiter notamment le travail qui a été mené dans le cadre de ces stages et puis en amont, évidemment, préparer également donc l'arrivée du jeune sur le terrain de stage. Voilà. Alors, quelques leviers essentiels pour favoriser l'alternance pédagogique. Donc, on a parlé tout à l'heure, on ne va pas y revenir, des scénarios pédagogiques, on a vu un magnifique exemple. Les pratiques d'explicitation, voilà, on en a déjà parlé également, qui sont au cœur de la pratique que vous allez mettre en œuvre dans le cadre de ce nouveau référentiel. Les ateliers de professionnalisation également, sur lesquels on va dire quelques mots. Et on finira par la présentation d'une proposition qui vous est faite, à savoir de recourir à un passeport professionnel. Voilà.
Donc passons rapidement, parce que ça a été rappelé tout à l'heure, hein, sur les ateliers de professionnalisation. On a vu que finalement, il s'agissait de temps particulièrement forts qui permettaient justement de travailler sur la polyvalence, hein, sur la congruence entre les différents domaines d'activité, sur la complexité de la réalité des organisations, etc. Bon. Donc on n'y revient pas, hein, compétences transversales, polyvalence, voilà. Hein. Ce en quoi on peut tout à fait indiquer que les ateliers de professionnalisation finalement sont une sorte de laboratoire, hein, de développement de la professionnalité, hein, où on va travailler en particulier la construction des compétences via la réflexivité. Et là je n'y reviens pas parce que je crois qu'on en a pas mal parlé depuis ce matin. Et puis, autre enjeu, effectivement, atelier de professionnalisation, donc préparer, suivre, exploiter les périodes de stage, etc., hein, pour la construction du parcours professionnel et également la préparation donc, des 2 épreuves dont j'ai parlé à l'instant. Pour finir, donc, nous souhaitons attirer votre attention sur une proposition que le groupe de travail effectue auprès des équipes enseignantes. Alors, quand je dis proposition, c'est que nous pensons que cet outil peut véritablement vous être extrêmement utile pour réaliser le suivi du parcours de professionnalisation des apprenants qui vous sont confiés. Donc, ça veut dire que l'emploi ou l'utilisation de ce fichier qu'on va vous présenter dans un instant n'est pas obligatoire. C'est une proposition que nous vous formulons. Mais je suis sûre que vous allez être séduits, n'est-ce pas, par cette proposition que nous allons vous présenter dans un instant, parce qu'elle va effectivement permettre d'accompagner au plus près le développement de la professionnalité de ces apprenants. Donc, caractère non obligatoire du passeport professionnel. Deuxièmement, outil de positionnement. Pourquoi est-ce que le recours éventuel au passeport professionnel peut être un outil de positionnement? Déjà pour qui? Pour l'apprenant. Effectivement, parce qu'on va voir que celui-ci ou celle-ci va être en mesure de réfléchir, d'analyser, hein, de développer donc une certaine réflexivité dans le cadre de l'acquisition des compétences professionnelles, hein, acquises soit, on l'a vu, en stage ou en centre de formation. De la même manière que, si on prend l'exemple des bacheliers professionnels dont on parlait tout à l'heure, hein, on sait qu'il y a un certain nombre de bacheliers professionnels qui choisissent, hein, de poursuivre leurs études supérieures, donc notamment en BTS. Cela permet aussi à ceux-là, mais aux autres également, hein, de réfléchir aux compétences qu'ils ont déjà acquises au moment d'entrer, évidemment, en formation, par exemple en gestion, BTS gestion de la PME, et puis, évidemment, d'accompagner ce processus de développement de la professionnalité tout au long des 2 années de formation. D'accord ? Donc, le document, le support, le fichier appartient à l'apprenant. Mais, évidemment, si l'équipe pédagogique choisit de s'en emparer, il facilitera, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, l'accompagnement effectif, le suivi et l'évaluation, n'est-ce pas, des compétences acquises au fil donc, des 2 années de formation, enfin, ou du temps de formation, on va dire, de façon plus générale. Et également, comme vous allez le constater, le passeport professionnel va faciliter en tout cas la préparation, hein, puisqu'on va voir que l'étudiant va être amené, en complétant ce passeport professionnel, à se poser un certain nombre de questions clés qui vont lui permettre, comme on le disait ce matin, d'extraire la substantifique moelle, n'est-ce pas, des compétences professionnelles qu'il a acquises ou qu'elle a acquises. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire que oui, ou considérer que oui, la compétence est acquise. Pourquoi ? Parce que le jeune ou le moins jeune est capable de comprendre ce qu'il a fait, d'expliciter ce qu'il a fait, et à partir de ce moment-là, on peut considérer que la compétence est potentiellement transférable dans d'autres situations professionnelles. Et là, on a tout gagné, la compétence est acquise, et on peut la valider, notamment grâce au passeport professionnel. Alors, je vous invite maintenant à découvrir le passeport professionnel que nous vous proposons, que nous mettons à disposition des équipes pédagogiques. Et je laisse la parole donc à Xavier Coëlambier pour présenter ce document. Bonjour.
Donc ce passeport professionnel, c'est un classeur donc pour un tableur. Donc ce qui est important, c'est en premier lieu, il comprend des macros. Donc ils vont permettre d'effectuer des traitements automatiques. Donc il est important d'autoriser l'exécution des macros à l'ouverture du classeur. Si vous ne le faites pas, il y a plein de macros qui ne fonctionneront pas. Quatre feuilles dans le classeur. Je vais commencer par le mode d'emploi. Donc une première feuille qui décrit comment utiliser ce classeur. Une deuxième feuille, c'est la fiche de situation professionnelle, qui est en fait par là où vous allez rentrer, où l'étudiant va décrire une situation professionnelle. Une fois cette situation professionnelle imprimée et validée, certaines informations de cette situation seront dupliquées dans le passeport professionnel, qui sera une synthèse des situations qu'il a vécues, avec quelles sont les activités qu'il a mises en place, et dans les activités, quelles sont les tâches, à quel moment et dans quelle situation. Et enfin, un onglet de référentiel de compétences, où on reprend le référentiel de compétences, je vais le montrer tout de suite. Donc c'est un système il y a les domaines d'activité. Si je déplie un domaine, je vais tomber sur chacune des activités. Donc les domaines en jaune, les activités en orange. En gris, ce sont la compétence qui est liée à l'activité. Et ensuite, pour chaque activité, je déroule et j'ai les tâches, j'ai les tâches qui sont là pour chacune des activités. Donc c'est un outil numérique pour revoir le référentiel de compétences. Je viens sur la fiche de situation professionnelle. Donc là, merci à Maya, m'a donné, a rempli la fiche, parce que moi j'étais bien incapable de le faire. Donc un premier bandeau en haut où on va identifier la situation professionnelle. Donc là c'est de manière assez simple. Moi je mets des SP et qu'un numéro. Donc là on est dans le cadre de l'entreprise générique, vous l'aurez remarqué. Et on va saisir je vais dézoomer un peu pour voir un peu. Une première fiche de situation professionnelle à partir du moment où on estime qu'effectivement la situation professionnelle a été réalisée et a permis d'acquérir en effet les compétences professionnelles. Donc quand est-ce que cette situation professionnelle a été vécue? Donc là c'est une date, janvier 2018. Ici j'ai une liste déroulante, donc donc cette situation professionnelle a été vécue avant la formation, pendant la formation en établissement, pendant la formation dans une PME ou dans une organisation. Donc on choisit un des quatre, donc là c'est PME. Vous voyez donc l'outil de positionnement dont on parlait tout à l'heure, notamment dans le cas où on coche avant la formation. Voilà. C'est-à-dire que là on se rend compte qu'on est déjà détenteur ou détentrice de compétences professionnelles, qu'on va enrichir, le fameux sac à dos dont on parlait tout à l'heure, progressivement. Et ensuite c'est en autonomie, accompagné ou observé, en observation. Ensuite, vous avez donc en dessous la présentation et le contexte. Donc l'intitulé de la situation professionnelle. Donc là, en l'occurrence, c'est traitement de la demande d'un client actuel, nouveau, jusqu'à la livraison. Le lieu, donc l'entreprise générique, donc durant le stage. Le cadre de la situation professionnelle. La problématique de gestion soulevée. Les acteurs. Donc vous remplissez au fur et à mesure les cases. Je ne veux pas détailler chaque case, peut-être pas la peine. On peut, oui, il n'y en a pas tant que ça. Vous pouvez peut-être attirer l'attention, oui, rapidement. Voilà, les conditions de réalisation donc de la situation professionnelle, pardon. Hop là. Les solutions logicielles choisies et fonctionnalités mobilisées. Bon, c'est pas grave, c'est une nouvelle ligne. Les productions réalisées ici. Donc là, on voit pas tout, mais hop, voilà. On les voit complètement. Les écrits professionnels et les oraux professionnels réalisés. Ensuite, j'arrive sur une partie où je vais donner les activités que j'ai mises en œuvre dans cette situation professionnelle. Donc là, c'est une liste déroulante comportant l'ensemble des activités que vous avez dans le référentiel. Donc ici, c'était administration des ventes et de la PME. Donc une fois que j'ai choisi l'activité, vient
le domaine de compétence, le domaine d'activité ici à gauche, et à droite, la compétence. Et puis, est rempli à ce moment-là les tâches qui sont liées à l'activité, et uniquement celle-ci. Et donc, soit on reste sur la granularité et l'activité, donc on ne met pas de tâches, soit on va au plus fin et met sur la tâche. Donc là, en l'occurrence, il y a la 2.3 qui a été faite. Donc là, je mets l'ensemble des activités. Non, c'est tout. Ensuite, j'ai la 2.4. Facturation suivie. Euh, 6. La mise à jour du système d'information pour le client. Et pour finir, toujours sur la même activité, j'ai mis en œuvre la communication. Donc ça, c'est l'ensemble des activités et tâches que représente la situation professionnelle. Et pour finir, donc une deuxième partie, c'est une partie... pardon, hop là. Donc analyse de la situation, description du travail mené, démarche mise en œuvre, donc tout ce que l'apprenant a mis en œuvre dans cette situation professionnelle. Et ensuite, ça va trop vite, voilà. Donc un retour sur la... Qu'avez-vous appris et comment progresser? Là, c'est pas évident, voilà. Qu'avez-vous appris, comment progresser? Donc là, la fiche de situation est remplie entièrement. Donc on l'imprime. Donc elle va s'imprimer sur 2 pages. Une première page, celle du haut, et puis le bas. Et une fois que c'est fait, je valide. Donc c'est le bouton qui est ici. Ici, valider. Donc normalement, ce qui doit se passer ici, c'est qu'on va retrouver dans le passeport professionnel. Donc vous retrouvez les 4 avant la formation, pendant la formation, dans une PME et dans une organisation. Ici, vous avez les domaines d'activité, les activités, les compétences, et à chaque fois à droite ici, les différentes tâches. Donc on va retrouver le numéro de la situation professionnelle, la période à laquelle elle a été vécue, et en grisé ici, quelles sont les tâches qui ont été mises en œuvre. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de la validation des situations professionnelles, vous allez avoir votre passeport professionnel qui va se compléter. Et donc, il pourra être présenté ensuite, soit au professeur pour l'accompagnement, mais aussi peut-être en certification. Donc, chaque situation, vous n'avez qu'un seul onglet pour saisir vos situations. Donc, une fois qu'elle a été saisie, si elle n'a pas été imprimée, elle ne va pas être perdue. Donc on ne garde pas de... Voilà. Donc c'est sur cette feuille-là que l'étudiant va remplir toutes les situations professionnelles qu'il a vécues. Une fois que la fiche de situation, une fois que la fiche a été validée, ouais. Voilà, c'est cette opération technique, on valide la fiche de situation professionnelle, et si on veut en créer une autre, que faut-il faire? On travaille sur la même feuille, ouais. On va remplacer les informations. Ouais. Donc on efface tout ce qu'on a fait là. Ouais. Donc il faut imprimer. Ah, il faut imprimer. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est aussi reproduire, répliquer l'onglet pour avoir autant d'onglets que de fiches de situation professionnelle. Voilà. Donc voyez un peu de par la conception même de ce passeport, on est vraiment dans cette démarche descriptive et d'analyse. C'est la raison pour laquelle vous avez un questionnement qui est très précis et qui permet justement d'approfondir la description et l'analyse de la situation professionnelle, et ainsi d'en extraire, comme on disait tout à l'heure, les éléments clés pour en assurer la transférabilité. Et avec la dernière partie que vous avez remarqué, donc sur l'analyse à proprement parler, et la dernière question relève notamment de, finalement, mais qu'est-ce que j'ai appris dans le cadre de cette situation professionnelle? Pourquoi j'ai choisi de créer une fiche de situation professionnelle à l'occasion de l'acquisition de ces compétences, etc. Parce qu'effectivement, j'ai appris un certain nombre de choses. Lesquelles? Voilà, et c'est ce qu'on montre ici. Donc vous pouvez revenir peut-être sur la fiche de situation, si ça vous ennuie pas, juste 30 secondes. Fiche de situation, voilà, en bas, oui, tout en bas. Où là, effectivement, on a donc la dernière question qui va assurer donc voilà. Contribution à la professionnalisation. En quoi la situation professionnelle m'a permis d'avancer dans mon parcours de professionnalisation, hein. Qu'est-ce que j'ai appris et comment je pourrais encore progresser par rapport à l'acquisition de ces compétences professionnelles. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Et merci beaucoup à Xavier Colombier pour le travail technique qui a été effectué. Non, mais bon, voilà, c'est
C'est le fait d'installer sur un autre poste, il aurait fallu faire les tests avant. Le passeport a plusieurs rôles. Il a un rôle pour l'équipe pour assurer le suivi des étudiants, voir où ils en sont dans leur parcours. C'est peut-être aussi un outil de différenciation pour l'étudiant, pour savoir où il en est dans son parcours. Mais c'est aussi pour l'étudiant de manière à travailler cette fameuse réflexivité. On peut considérer que la phase d'analyse participe à la réflexivité. Et pour l'étudiant encore, c'est un moment où il peut contribuer à préparer le tableau synoptique dont il aura besoin pour l'épreuve E4 au moment de la certification. Et puis, on pense aussi que c'est un moyen de mieux rendre lisible ce qui est fait en BTS vis-à-vis des tuteurs en stage, et puis évidemment au moment de la relation formation-emploi, lorsqu'on va aspirer à une insertion professionnelle, de pouvoir montrer ce passeport participe, à mon avis, là encore, de la lisibilité de ce qu'on a fait. Le passeport existe déjà dans d'autres BTS, sous la même maquette, donc en BTS CG par exemple. En CG, il est obligatoire. En gestion de la PME, on n'a pas pu le rendre obligatoire pour des raisons qui nous sont extérieures, notamment parce qu'il y avait un risque pour que ce passeport soit confondu avec un outil de certification, ce qu'il n'est absolument pas ici, et ce qu'il n'est absolument pas d'ailleurs en BTS-CG. C'est un outil pour l'étudiant, c'est son outil à lui. Et à un moment donné, il montre ce qu'il a fait et ça sert de support à l'épreuve, mais on n'évalue en aucun cas le passeport. Il y a bien des temps d'évaluation qui vont suivre et qui peuvent prendre appui sur le passeport, mais on n'évalue pas à proprement parler le passeport. Donc c'est vraiment un outil de formation. Pas une question, peut-être plus une remarque par rapport à la présentation d'outils qui viennent d'être faits et qu'effectivement on retrouve par rapport à l'esprit du BTS-CG. C'est qu'on parle à un moment de validation. Or, il ne s'agit pas de valider, entre guillemets, le niveau de compétence, mais simplement de vérifier l'éligibilité de la mission au référentiel du BTS. Cette question qui nous permet de récupérer quelque chose qu'on avait oublié de dire. Donc, là, effectivement, la validation, c'est par l'étudiant. Et si les professeurs interviennent, c'est peut-être pour améliorer la qualité de la réflexion ou de la réflexivité, mais ce n'est pas validé par rapport à la certification, c'est simplement authentifier que c'est bien l'étudiant qui a fait le travail ou un groupe d'étudiants qui a fait le travail.